Christopher Demby qui est avec nous, stratégiste pour Pictet. Bonjour Christopher. Bonjour Guillaume. Celui qui investirait aujourd'hui au Venezuela, serait-il en train de commettre une erreur ou au contraire ferait-il partie des pionniers, d'après vous? Alors j'investirais, je l'ai fait à titre personnel il y a quelques années, mais pas via des actions, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'il y a aujourd'hui deux secteurs qui vont rebondir. Et on le voyait notamment sur X, c'est-à-dire que l'immobilier a très lourdement chuté. Vous pouvez avoir des villas qui ont diminué, le prix a été divisé par 4, etc. Et tout le secteur touristique qui pourrait redémarrer. Et encore une fois, il faut être bien sûr prudent. Ça dépendra énormément finalement de la stabilisation et de la sécurité aussi qui en résultera. Mais j'investirais plutôt en physique que sur des actions. Vous avez des investisseurs, mais des fonds spéculatifs, eux, qui ont fait un bon coup, c'est-à-dire via les obligations étatiques ou de la compagnie pétrolière PDVSA. Mais là, c'est leur spécialité. Ils investissent sur des pays qui sont proches d'une situation de défaut de paiement. Donc, c'est pas le profil épargnant classique. Mais il y a des opportunités à avoir. Ça c'est sûr et certain. Et d'ailleurs, je pense que ça va être un sujet, en tout cas pour le pays, dans les semaines et les mois à venir. Alors, on va beaucoup en parler ensemble, Christopher. Une valeur se distingue aujourd'hui. Bien sûr, les majors pétrolières américaines progressent, mais il y en a une autre de valeur qui progresse et qui profite de ce qui s'est passé. On est dans la tech, c'est Palantir. Palantir gagne 4%. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien entre cette hausse de Palantir et la capture de Nicolas Maduro? Alors, il y a de très fortes présomptions sur le fait que le système que Palantir avait vendu en mai 2025 au Pentagone américain a priori quand même été utilisé pour exfiltrer Maduro du Venezuela. Concrètement, ce système s'appelle le Maven Smart System. C'est une sorte de logiciel qui est notamment vraiment dont l'objectif est d'être utilisé en phase de combat. Ça permet de coordonner des opérations de ce type. Il faut être extrêmement agile, rapide dans des zones où, en tout cas, on n'est pas des zones amies. Vous avez une collecte essentiellement de données à la fois par des drones et des satellites qui sont faits avec l'IA et qui permettent vraiment en temps réel aux combattants sur le terrain de pouvoir évoluer sans trop de risques, ce qui explique aussi qu'il y a eu très peu de blessés ou de victimes de mort, etc. pendant l'opération. Palantir, ça fait des années qu'il travaille de manière très très proche avec le gouvernement américain. Il faut savoir que ce système a été vendu plus globalement aussi à l'OTAN, donc c'est-à-dire qu'on a cette capacité de l'utiliser et vraisemblablement, en tout cas, ça a été largement utilisé pendant l'opération. Oui, Palantir gagne en ce moment 4% à Wall Street. On doit parler géopolitique aussi quand on parle Venezuela. Bien sûr, de ce qui s'est passé, parce que le but de Donald Trump, c'est bien sûr de s'emparer du pétrole vénézuélien pour faire pression sur la Chine, qui a besoin en partie de ce pétrole vénézuélien. Est-ce que vous pensez que c'est un coup, alors décisif, je sais pas, mais vraiment important, porté à la Chine si les États-Unis prennent le contrôle du pétrole au Venezuela? Alors, en tout cas, je verrais plutôt ça comme une tape sur les doigts, puisque la Chine n'est pas aujourd'hui dépendante en termes d'approvisionnement du pétrole vénézuélien. Elle a une myriade d'autres pays qui sont prêts à lui vendre. D'ailleurs, elle achète aussi beaucoup de pétrole russe ou encore du pétrole iranien malgré les sanctions. En revanche, effectivement, la Chine, à partir de 2009, avait établi ce qu'on appelle un fonds Chine-Venezuela. Le deal était très simple. C'est le Venezuela envoie des barils de pétrole à prix décoté, donc sous le prix réel du marché, et en échange, la Chine envoie de l'argent, notamment pour des investissements ou encore lorsqu'il y avait une campagne électorale pour financer cette campagne électorale et faire un peu de redistribution. J'avais arrêté, je suis le pays depuis à peu près 2014, mes dernières estimations, parce qu'évidemment on n'a pas de chiffres, c'est très dur à collecter des chiffres, mais grosso modo, sur le fonds Chine-Venezuela, entre 2009 et 2019, vous avez eu à peu près 50 milliards de dollars qui ont transité d'après mes calculs. Ça a certainement augmenté sur les dernières années, mais ça montre en tout cas à la Chine et aussi à la Russie, parce qu'ils sont présents dans les infrastructures pétrolières vénézuéliennes, qu'il faut respecter le précaré américain, cette fameuse doctrine Monroe. C'était quand même assez inattendu que ça aille si vite. Bien sûr, les Américains vont en profiter pour revenir sur ce secteur où ils étaient présents pendant des décennies, mais c'est en tout cas un signal très très clair envoyé à la Chine. Et à juste titre, vous l'avez mentionné, l'objectif premier n'était pas d'accéder aux réserves de pétrole vénézuéliennes, parce qu'elles sont difficiles d'accès, on pourra en reparler, mais c'était vraiment effectivement de réaffirmer la puissance américaine dans l'hémisphère occidental, sachant que, bien évidemment, les Américains, et ça nous rappelle la crise de Cuba, ne voyaient pas d'un bon œil chinois et russes à 300, 400, peut-être 500 kilomètres des côtes de Floride. Donc c'était vraiment la première raison, c'est réellement géopolitique. Christopher, est-ce que ce qui vient de se passer risque d'accroître le phénomène et la tentation de la dédollarisation des BRICS ?
Alors, pas nécessairement. Je crois fondamentalement que la dédollarisation, elle prendra des dizaines d'années, voire plus. Elle surviendra notamment sur cette zone Asie parce que vous avez une vraie concentration réaliste, qui n'est pas uniquement politique, qui est commerciale et qu'on observe bien au niveau de l'Asie, y compris avec des pays qui pourtant sont partenaires des États-Unis, mais cette volonté de commercer entre eux sans passer par le dollar, elle est évidente et on la voit très bien. En revanche, la dédollarisation, elle prend énormément de temps. Et c'est même l'effet inverse. Enfin, quand vous voyez le Venezuela, typiquement, le Venezuela a un peu tenté tout. À la toute fin, l'économie aujourd'hui du Venezuela, en tout cas le pan de l'économie qui fonctionne, il se fait en dollars américains. Je pense que c'est très compliqué aujourd'hui de contourner le dollar. Même les Chinois n'y arrivent pas, pourtant ce sont eux qui sont allés le plus loin avec des swaps de devises, etc. Historiquement, si on regarde, il faudrait un choc, que ce soit inflationniste, un choc militaire, pour que l'hégémonie du dollar, comme par le passé pour d'autres économies, les Britanniques, les Espagnols, ça menuise. Mais encore une fois, ça prenait souvent des décennies. Et donc, je n'y crois pas fondamentalement. Dans le discours, oui, mais dans les faits, ça ne changera pas la donne. Et sur l'impact électoral aux États-Unis, on est à quelques mois, ce sera le 3 novembre des midterms là-bas aux États-Unis. Vous sentez, enfin, vous suivez de près aussi cette société américaine, que ce qui est en train de faire géopolitiquement Donald Trump sera porteur électoralement, parce que lui pense sans doute aussi à cela. Peut-être quitte à aller aussi prendre le contrôle du Groenland après, sait-on jamais. Vous pensez que tout ça est porteur dans l'électorat, ou tout ce qui compte pour l'électorat américain finalement c'est la maîtrise de l'inflation? Non, je pense que c'est porteur, parce que ça réaffirme la puissance américaine qui était, il faut reconnaître quand même, sous Biden un peu échaudée. Et sur une partie de son électorat, c'est en tout cas un élément qui est très central, et surtout une puissance américaine qui se fait sans déclaration de guerre, avec des opérations militaires rapides, extrêmement courtes et sans blessés américains. Donc c'est un peu le meilleur des scénarios. C'est, grosso modo, si je caricature, c'est pas l'Afghanistan. Le deuxième point qui va être important aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une énorme communauté hispanique au sens large aux États-Unis. Alors certes, beaucoup sont des immigrés légaux et a priori ils n'iront pas voter, mais vous avez aussi tous ceux qui sont légaux et qui n'avaient pour la plupart en tout cas pas de sympathie pour des régimes chavistes ou des régimes de cette Kabila qui ont pu être dans d'autres pays d'Amérique latine. Donc ça aussi, ça peut permettre aussi d'être un élément assez favorable pour acquérir le vote hispanique en montrant qu'à la toute fin des dictateurs avec une teinte, on va dire, communiste, socialisante, comme vous voulez pour le terme, parce qu'à la toute fin, ça reste des dictatures corrompues, mais en tout cas, ça peut être aussi assez favorable. Et il faut bien rappeler que pour Trump, en tout cas pour les candidats de Trump, l'objectif aussi dans certains États, c'est d'élargir leur électorat, et la communauté hispanique est très concentrée dans certains États, donc ça peut être typiquement en Floride par exemple, mais aussi dans les États du Sud, etc. Donc, ça peut être des éléments qui jouent favorablement. Merci beaucoup Christopher Dambik qui nous accompagne régulièrement pour Peak Time. Au revoir Christopher, bonne fin d'après-midi.